Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. Nous sommes le 26 octobre et le 66e congrès de l'Union internationale des avocats s'est ouvert à Diamniadio au Centre international de conférence Abdou Diouf. Une première en Afrique subsaharienne. Durant 5 jours, des centaines d'avocats issus de 80 pays vont échanger sur les questions de l'heure. Le président Macky Sall, qui a présidé l'ouverture des travaux, est revenu sur l'importance du respect de la procédure pénale. Et puis le recrutement de 1000 jeunes pour assurer le contrôle des prix dans les marchés et autres espaces de vente, c'est ce qui avait été annoncé par les autorités lors des concertations sur la vie chère. Un tour au marché a permis à nos équipes de donner la parole aux commerçants. Aucune application pour le moment de cette mesure. Dans ce journal également, on parlera des paris foot qui sont en train de devenir un phénomène de société. Les jeunes deviennent dépendants, misent et perdent de l'argent. Ce soir, nous avons essayé de faire réagir des parieurs. Attention, interdit aux moins de 18 ans. Reportage à suivre. La rubrique découverte de ce soir nous conduit à Mbour, dans le 3e quartier mandingue de ce département, le quartier Santessou, devenu gardien des valeurs ancestrales mandingues. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres, tout de suite des développements. Issus de 80 pays se retrouvent à Dakar depuis ce matin pour le 66e congrès de l'Union internationale des avocats. Le président Macky Sall, qui a ouvert les travaux, a insisté sur l'importance du respect de la procédure pénale. Je vous propose de l'écouter. Pour garantir l'accès à un avocat dans toutes les étapes de la procédure pénale, la circulaire du garde des Sceaux, circulaire de la politique pénale du garde des Sceaux, en date du 14 janvier 2019, insiste sur la présence de l'avocat dès l'interpellation de son client par l'officier de police judiciaire, tel que prévu du reste par le règlement numéro 5 de l'UEMOA et l'article 55 du Code de procédure pénale. En tout état de cause, il sied de relever que le temps de la justice n'est pas forcément celui du justiciable. Dès lors, en affirmant ces principes de base, il est tout aussi important d'en respecter la mise en œuvre pratique suivant ce que dictent les règles qui encadrent pour garantir la sérénité nécessaire à l'administration d'une bonne justice. Vos travaux en panel aborderont certainement les différents paramètres attachés à l'efficacité et à la pertinence du système judiciaire. Je suis pour ma part impatient de prendre connaissance de vos conclusions et recommandations. Parlons à présent de la campagne Debout pour réclamer cette terre, une campagne qui promeut le droit foncier des femmes. Elle s'est arrêtée à Niack dans le département de Rufisque pour sensibiliser les femmes organisées dans 3 pays d'Afrique, le Sénégal, l'Éthiopie et l'Ouganda. L'objectif de cette campagne est de contribuer au plaidoyer pour réduire les contraintes liées à l'accès des femmes au foncier. Les précisions de Babacar Seck. Combler le fossé existant entre les lois et les pratiques foncières en vue d'une effectivité et d'une sécurisation des droits fonciers des femmes est l'objectif de la campagne Stand for Her Land déroulée en Éthiopie, en Ouganda et au Sénégal. On peut dire que les femmes ont du mal à accéder. Ou bien si elles accèdent, elles n'ont pas les moyens de valoriser leur terre. Et tout le monde connaît en fait le rôle de la femme dans sa participation à la sécurité alimentaire, dans le développement durable et dans les familles et aussi dans le bien-être de la famille. Donc pour tout ça, on se dit que la femme n'a pas
totalement accès à la terre, ou bien parfois si elles accèdent parce qu'elles constituent la main-d'œuvre agricole. L'absence de moyens financiers pour la mise en valeur des terres est un handicap, d'où la nécessité d'un accompagnement des pouvoirs publics. Et autre élément, en fait, c'est que pour la plupart, si elles accèdent aussi, elles n'ont pas les moyens qui peuvent leur permettre de contrôler leur terre et d'avoir les papiers ou bien les évidences, preuves qui peuvent leur permettre de dire que ma terre est là, je l'ai bien sécurisée. Donc c'est vraiment ces aspects comme ça dont elles font face par rapport à leurs droits fonciers au Sénégal. Cette campagne est pilotée par Sicodev Afrique avec la participation de l'Alliance nationale Femmes et Fonciers. La journée mondiale du nanisme a été célébrée hier, mardi 25 octobre. Stigmatisation dans l'accès au transport, aux soins médicaux et discrimination dans les recrutements. Voilà entre autres les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes de petite taille. Elles en ont parlé lors de la célébration de cette journée au Sénégal et réclament plus de considération de la part de la société. Plus de détails avec Aliou Sow et Moussa Fall. Chants, danse, défilé de mode doux, c'est ce qui campe le décor de la journée du nanisme. La vice-présidente de l'association Andy Forsou se désole du traitement que la société leur inflige à ses yeux. Je n'ai jamais subi de discrimination au niveau de l'administration, mais lorsque j'ai déposé mes demandes d'emploi dans les secteurs privés, là j'ai subi des discriminations. À l'école aussi, j'ai subi des discriminations. Lorsque je faisais la formation, j'ai subi des discriminations. C'est des choses qui arrivent concernant les personnes de petite taille. Parce qu'ils croient que ces personnes de petite taille doivent être dans les rues pour faire la mendicité. Alors qu'on est des personnes comme eux. Si on prend les femmes de petite taille, lorsqu'elles tombent enceintes, si on regarde les tables d'accouchement, ce n'est pas adapté à leur taille. Autre mot dont souffrent les personnes de petite taille, leur déplacement dans les transports en commun, un véritable casse-tête. Nous rencontrons d'énormes difficultés. Nous n'avons pas tous accès à l'école. En plus de cela, nous souffrons le martyre au niveau des transports en commun, car avant de monter, c'est la croix et la bannière. Il faut que les gens nous considèrent aussi. Ces derniers veulent plus de considération. La vice-présidente de leur association exige une intégration sincère des personnes de petite taille dans la société. Que l'État prenne en considération notre plaidoyer, qu'on lutte ensemble pour cette discrimination et favoriser l'inclusion des personnes de petite taille, surtout les enfants qui arriveront après nous, et en même temps valoriser les petites tailles dans la société sénégalaise. La journée internationale du nanisme, célébrée ce mardi, les personnes de petite taille ont profité de l'occasion pour lister les maux dont elles souffrent et réclament plus de considération. Et après 48 heures de réflexion, d'échanges entre chefs d'État, chefs de gouvernement, experts internationaux et organisations non gouvernementales, la 8e édition du Forum sur la paix et la sécurité s'est achevée ce mardi au CIGAD. Quelles sont les grandes conclusions issues de cette rencontre internationale? Voici ce qu'a répondu la chef de la diplomatie sénégalaise, Aïssata Tall Sall, au micro de notre envoyé spécial Amadou Bari. Ce forum est une vraie réussite. D'abord, par la forme, la participation, le nombre d'intervenants que nous avons eu, par la qualité également et la richesse des débats. Je pense que c'est en réalité le choix du thème qui a été pertinent. Un thème qui est en phase avec les interrogations, les inquiétudes, peut-être même les craintes de la communauté internationale. L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de sécurité et de souveraineté. Je pense que ce thème interpelle tout le monde. Parce que comme je l'ai dit, si les problèmes sont en Afrique, la menace, elle est globale et elle est planétaire. Donc la communauté internationale a intérêt à comprendre ce qui se joue en Afrique, à aider à la mise en place des solutions pour qu'ensemble, nous puissions y arriver. Tout cela a été décidé et une des conclusions majeures, c'est d'abord de dire que la communauté internationale doit se mobiliser en faveur de l'Afrique. Je crois que ça, c'est une des conclusions fortes sur le plan sécuritaire.
Parce que si l'Afrique a les hommes, si l'Afrique a peut-être même la technologie, l'Afrique doit pouvoir avoir les moyens. Et les moyens, elle ne les a pas. Mais le président Macky Sall rajoute en disant que ces moyens, ils doivent d'abord être internes. C'est sur nos budgets nationaux propres que nous devons prélever une partie de financement de notre sécurité. Parce qu'il considère que l'épreuve des chocs exogènes, ce n'est pas une épreuve tout à fait externe. C'est aussi quelques épreuves internes. Et pour le président de la commission scientifique du forum, l'une des conclusions majeures de cette rencontre est la proposition de la gestion et le financement de la sécurité sur le continent africain par les pays africains. Le général Mbaye Cissé tire un bilan satisfaisant de cette rencontre. Je vous propose de l'écouter. Les interventions ont permis de camper l'ampleur de la crise, mais elles ont également permis de mettre en évidence la nécessité pour l'Afrique de manière générale de prendre le taureau par les cornes. En quoi faisant? En s'attaquant de face à ces problèmes de sécurité. Vous avez entendu le président faire un vibrant plaidoyer pour la force africaine en attente, notamment son financement. Et son financement prioritairement par les Africains. Et vous avez aussi entendu ce plaidoyer remarquable contre la marginalisation de l'Afrique, qui a besoin certes de construire des souverainetés, mais de souveraineté dans un monde globalisé, c'est-à-dire dans un monde qui ne peut pas se passer de multilatéralisme, mais un multilatéralisme respectable, un multilatéralisme équilibré. Mais je peux vous dire que pour l'essentiel, la situation, en fait, les participants conviennent qu'aujourd'hui, la priorité pour l'Afrique, c'est de s'engager dans la construction de souveraineté. Et il y a une chose aussi intéressante qui a émergé au cours de ce colloque, de ce forum, c'est la position un peu des partenaires. Que ce soit les partenaires traditionnels de l'Afrique, au niveau de l'Union européenne, au niveau des puissances émergentes comme la Turquie ou l'Inde, mais chaque partenaire est revenu dire « nous sommes venus en Afrique, non pas pour vous imposer ou pour vous dire la voie à suivre, mais nous sommes venus pour vous écouter, pour prendre en compte vos besoins et vous accompagner. » Et puis les 113 km de l'autoroute Ila-Touba seront bordés de part et d'autre de plus de 40 000 arbres. Il s'agit d'arbres ornementaux et de brise-vent. Selon le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Aliou Ndoye a lancé les travaux d'aménagement du sol en vue du reboisement. C'était à Noto Djobas. Plus de détails avec Isidore Alexandre Sen. 2 fois 113 km, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique veut totalement reverdir le tracé de l'autoroute Ila-Touba. Mais avant la plantation d'espèces, il faut préparer le terrain. L'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte ainsi que la Direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, toutes mobilisées pour la même cause. Lors de la célébration de la journée de l'arbre, le 9 août 2020, le président de la République avait instruit le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille verte, en bonne synergie avec la Direction des eaux et forêts, de procéder à la plantation d'arbres tout au long des axes routiers et autoroutiers du Sénégal. Les fonctions de l'arbre dans cette autoroute sont multiples. Je voudrais mentionner entre autres l'embellissement et l'ombrage qu'il procure. Je note surtout sa capacité à adoucir le climat et à séquestrer des gaz à effet de serre émis, notamment par les véhicules qui empruntent cette belle infrastructure. Selon Aliou Ndoye, le contexte nécessite une mobilisation des communautés vu les changements climatiques. L'arbre est le moyen le plus efficace pour assurer la restauration des milieux et éviter les effondrements, les éboulements ainsi que les inondations dans les emprises de l'eau. Cette année, les services, en parfaite collaboration avec Touba Tchekaram, a réalisé les plantations des axes routiers du dit péage de Touba. Après la région de Diourbel, pour une première phase, Noto Djobas dans le département de Thiès a accueilli l'activité de lancement de la deuxième. Cette activité du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique rentre dans le cadre du reboisement des routes et axes routiers. La tutelle a déjà mobilisé d'importantes ressources humaines et matérielles.
Je vous l'annonçais dans les titres. Pour renforcer le contrôle des prix dans les espaces de vente, le ministère du Commerce a annoncé lors des concertations sur la vie chère le recrutement de 1000 jeunes et en attendant l'arrivée de ces contrôleurs, les visites des agents des services d'hygiène sont devenues régulières au marché et c'est en tout cas ce qu'ont fait savoir les commerçants rencontrés par nos reporters au marché. Face, c'est un reportage d'Abdourahman Li. Pour remplir le panier de la ménagère dans ce contexte économique particulier, Fatou, nom d'emprunt, débourse le double désormais. Chaque jour, je dépense 12 000 francs. Je peux dépenser chaque jour jusqu'à 12 000 francs pour le déjeuner et le dîner alors qu'auparavant 7 000 francs couvraient les 2 repas. Je dépense 12 000. Explication, la cherté des prix de forte consommation. Ce qui avait suscité du côté du chef de l'État la décision de recruter 1000 jeunes qui auront pour mission de contrôler les prix. Un contrôle qui ne s'est jamais fait au marché de Fass selon Tierno Diallo, qui livre son expérience de 6 ans. La plupart sont des agents du service d'hygiène qui viennent nous contrôler. Je n'ai pas encore vu un contrôleur de prix venir nous contrôler ici. En général, c'est dans les boutiques qui sont en dehors du marché. C'est là-bas qu'ils viennent contrôler les marchandises. Contrôler par exemple les gaz, le prix du gaz ou bien le prix du riz ou bien le prix du sucre. C'est à l'entrée du marché justement que Touré a décidé de s'installer. Vendeur de viande, il dit avoir eu la visite surprise il y a juste 3 jours des contrôleurs de prix. Certains contrôleurs se présentent parfois comme des clients. Un agent me l'a une fois fait. Mais après avoir constaté que je vendais la viande au prix indiqué, il m'a expliqué ce qu'il était venu faire. J'ai compris à la suite de cela que dans la vie, il faut faire très attention. Les contrôles, un aspect très important dans la régulation des prix, ne semblent pas sérieusement privilégiés dans ce marché à Fass. Les commerçants que nous avons rencontrés ont par ailleurs invité l'État à maîtriser les prix à la base, ce qui leur permettrait de revendre à un prix accessible des produits de forte consommation. Intéressons-nous à présent à un fait de société. Il s'agit des paris sur le football communément appelé Paris Foot, un jeu qui entraîne les jeunes dans une dépendance, leur causant aussi beaucoup de problèmes d'argent, une pratique dangereuse et interdite aux moins de 18 ans. Mamadou Dian. Tout récemment, j'ai un copain qui a payé 400 000 francs sur le Paris Foot. Les kiosques pour parieurs ne désemplissent pas une frange de la jeunesse est tentée par Paris Foot. Un jeu de hasard, des coups d'essai qui finissent en addiction parfois pour certains adolescents. Bon, ça devient tellement une addiction. C'est en quelque sorte menaçant pour les jeunes dans l'avenir. Mais ils gagnent également. Ils gagnent. C'est pourquoi ils deviennent accros à ce jeu-là. Une addiction de plus en plus accrue. Seydina, étudiant, n'est pas tenté, mais il a des amis qui perdent dans ce jeu, plus qu'ils n'y gagnent. On a constaté aujourd'hui des gens qui prennent une somme monumentale et qui pouvaient aller investir sur d'autres choses et réaliser d'autres choses. Mais finalement, ils viennent en jouer le Paris Foot et au finish, ils perdent tout. C'est un jeu au hasard, quoi. Voilà, donc quand tu te soumets à cela, donc forcément, tu auras des pertes. Et moi, je peux même dire que voilà, ils engendrent plus de pertes que de gains. D'après ces étudiants, les jeunes devraient plutôt se pencher sur les études et le travail. Des jeunes moins de 20 ans, 25 ans, moi je pense qu'ils devaient apprendre ou pratiquer des métiers plutôt que voilà, d'être là en voulant la facilité, alors que la vie, ça se gagne au labeur vraiment de la chair. Ne pas aimer la facilité en quelque sorte, de travailler ou d'apprendre des métiers, et c'est ce qui va construire l'avenir de demain. Une jeunesse consciente doit se passer certaines pratiques, comme le Paris Foot. Paris Foot, casse la tirelire, ce jeu de hasard fait plus de perdants que de gagnants selon ces étudiants. Ils craignent pour ses adeptes une vie de parieurs. Mamadou Dian, les jeunes qui s'adonnent aussi à la violence. La vidéo d'un garçon en train de violenter une jeune fille est devenue virale ces derniers jours. La manifestation d'une violence juvénile qui inquiète les parents. Ils se sont exprimés dans ce reportage de Marie-Noël Dong. Les jeunes deviennent de plus en plus violents de nos jours. Yande Ndiaye, une maman, affirme être stricte dans l'éducation de ses enfants.
Je garde un œil chaque jour sur mes enfants. Quand je ne les vois pas, je fais de mon mieux pour les retrouver. Il faut toujours être vigilant. Même quand ils ramènent des choses à la maison, je leur demande de les retourner au propriétaire. Momar pense que c'est la faute des parents si les jeunes sont devenus plus violents. C'est un manque d'éducation. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui est mal éduqué. Mais si vous faites la genèse de tout ça, la finalité c'est la prison. Et l'État ne fonctionne pas. Si l'État fonctionnait, les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale, on les aurait appliquées à leur juste valeur. Mais les parents démissionnent, l'État démissionne. Le garçon n'a pas d'emploi. Mais il est obligé d'être un agresseur. La situation va de mal en pire. Il y a seulement quelques jours, une vidéo virale sur les réseaux sociaux montrait un élève tabassant une jeune fille sur un toit. La Fédération sénégalaise de football, en collaboration avec la douane sénégalaise, avait saisi 34 000 maillots contrefaits de l'équipe nationale avant de revenir sur sa décision et restituer ces marchandises aux commerçants. Une bonne nouvelle pour eux. À moins de 2 mois de la Coupe du Monde où la vente des maillots explose, Adja Sissé est allée à la rencontre d'un tailleur qui confectionne et commercialise des maillots de l'équipe nationale. Voici son reportage. Cheikhouna Fofana tient une boutique de vente de maillots à la rue 63-68, Gueule Tapée. Il est en pleine confection pour la Coupe du Monde qui débute dans une vingtaine de jours. On a déjà commencé à confectionner les maillots de la Coupe du Monde, vu que c'est déjà approché, c'est la fin du mois. Malgré l'interdiction par la Fédération sénégalaise de football de commercialiser les maillots de l'équipe nationale, Cheikhouna refuse de se conformer. C'est récemment que je suis au courant de ça, qu'on a déjà saisi des maillots. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne idée parce que c'est dans ce genre d'événements qu'on gagne notre gagne-pain. Parce que actuellement, depuis la Covid, le travail ne marche plus comme avant. Vu qu'ils ont pris cette décision, je pense que ce n'est pas une bonne décision pour la suite. Mieux, il reçoit déjà de nombreuses commandes grâce à ses prix accessibles à tout le monde. Grâce à la vente de maillots et la Coupe du Monde, on s'enrichit. Pour toucher le plus de monde, Cheikhouna et son équipe exposent leurs produits sur les réseaux sociaux. Pour la vente des maillots, on fait nos publications sur les réseaux sociaux. Et puis, ils ne sont pas encore venus. Cheikhouna Fofana et ses collègues pourront continuer leur activité. En effet, la Fédération sénégalaise de football et les commerçants ont trouvé un compromis pour leur restituer les 34 000 maillots saisis. Et puis le Sénégal se qualifie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer et décroche en même temps son ticket pour le mondial. Les Lions du Sénégal joueront leur 4e finale d'affilée. Ils vont affronter l'Égypte en finale de Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. Comme quoi l'histoire se répète toujours. Allons à présent à Santessou, c'est dans le département d'Umbour. Santessou est le 3e quartier mandingue de la zone après les 2 Tchossé, un quartier très ancré aux valeurs ancestrales encore transmises aux jeunes générations. Muntaga Khan et Mamadouba nous font découvrir cette localité. Santessou, le second quartier des Mandingues après Tchossé, est encerclé par Darussalam, Escale et le Tchossé Est. Sommé de quitter le centre-ville au profit des colons et des commerçants libanais, la communauté mandingue s'est implantée à Tchossé puis à Santessou. Le Santessou, ça vient de l'arrivée des colons et des Libanais qui devaient s'installer là où ils étaient. Donc on les a transférés ici au niveau de la périphérie. De telle sorte qu'il y avait au début les 2 quartiers, le quartier Tchossé et le quartier Santessou. Le Tchossé, il s'étendait tout. Même le quartier Ornament faisait partie du quartier de Tchossé. Le quartier est créé vers 1840. C'est avec l'arrivée des colons. On était obligé de déménager pour venir vers la périphérie. Ce qui a causé ces 2 quartiers-là. Le quartier Tchossé et le quartier Santessou. Le Santessou, qui veut dire Kouroussou.
Et le Tiossé, je crois, c'est le Keroukaou. Ce quartier compte un grand nombre de figures marquantes. Les gars qui ont marqué le quartier, comme le vieux Bakary Sonko, comme je te l'avais dit, comme le vieux Ahmed Sarr, qui était maire ici, comme le vieux Issa Khassaou, qui était délégué de quartier ici, comme le vieux Omar Lene Diop, qui était un grand commerçant ici au niveau de Mbour. Il y a d'autres personnes. L'ancien maire? L'ancien maire Ahmed Sarr, qui était un grand politicien, qui était là. Il a occupé la place du maire pendant des années. Il y avait beaucoup d'érudits ici au niveau de Santersou, comme le vieux Alun Keta, qui enseignait le Coran ici. Il y a le vieux Si, il y a le vieux Bari, ils étaient tous ici. Au début, ils étaient à Santersou, maintenant, ils sont déménagés. Tous les vieux qui étaient là, leurs familles sont là et représentées. Il y a les grandes familles, il y a la famille de Sonko Kunda, la famille de Keta Kunda, la famille de Touré Kunda. Il y a d'autres familles qui ont comme la famille de Dembel Kunda, la famille de Tunkara Kunda, la famille de Sawane Kunda, de Ndoufen. La crise de l'autorité notée dans le pays n'est pas en vigueur dans ce quartier. La case de l'homme veille au grain. Ou même tu entres dans les grandes maisons, les mariages se font à domicile, comme j'ai l'habitude de le dire. On se marie entre cousins, entre cousines. C'est pour cette raison que on a un problème. Nos anciens, ils viennent, ils règlent ça tout de suite. C'est pour cela que vraiment notre quartier, tu ne peux pas distinguer les plus âgés et les plus petits. Donc l'autorité est là? Bien sûr. Parce qu'ailleurs, il y a plus d'autorité. Hein? Ah non, ici, heureusement pour nous, on a encore cette chance d'avoir nos frères ou bien nos papas qui sont là, qui ont toujours la même mise sur les enfants. C'est pour cette raison qu'il y a le LEL pour vraiment faire l'éducation des enfants. Nous, on a eu la chance d'être éduqués. Il y a ce qu'on appelle le Sembereng Sembekeba. Alors, tu dois du respect à ton aîné. Même si c'est son aîné d'un jour, tu lui dois du respect. Moi, par exemple, je peux acheter ma chaise. C'est moi qui l'ai acheté au marché. Je viens, je le mets devant chez moi, je m'assis. Mais si mon aîné d'un jour vient, je suis obligation de me lever et de lever la chaise. C'est le Sembereng, c'est nous. Ça existe jusqu'à présent à Santersou. On discute beaucoup. Tu viens, tu nous as trouvés dans la case du LEL. Il y a les vieux, il y a les moins vieux, il y a les jeunes, il y a les enfants. Nous tous, on partage les idées. C'est le dialogue, toujours le dialogue et le dialogue toujours. Parce que quand on dialogue, on trouve forcément des solutions. Santersou compte 2 ASC, dont l'une porte le nom de Feu Cheikh Tidiane Niasse, un virtuose du ballon rond qui a beaucoup marqué le football mbourois. La jeunesse de Santersou se regroupe dans des ASC, associations sportives et culturelles. On en a ASC Santersou, ASC Santersou, il y a le CTN, Cheikh Tidiane Niasse. Je connaissais, je l'ai vu jouer. Il faisait partie des meilleurs de Mbour et voire même du Sénégal. La perte des valeurs qui est considérée par d'aucuns comme irréversible ne l'est pas pour autant, car partout où la dépravation des mœurs se manifeste, à côté, on trouve des exemples patents de vertu et de piété, comme pour dire qu'il n'est jamais trop tard pour rectifier les tirs. Et c'est le reportage découverte qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. La rédaction vous donne rendez-vous à 0h. Bonne suite des programmes sur ITV.